Il existe un endroit sauvage et irréel où le temps ne parvient pas à dénaturer la beauté spirituelle du lieu. Les hommes, pour une fois, ont été vigilants. Ces hommes sont des amoureux, des sentimentaux. Ils ont pourtant l'air chevronnés, et pour beaucoup, en ont vu d'autres. C'est peut-être pour cela qu'ils apprécient la beauté et comprennent l'importance de la poésie. Attentive à leurs désirs, elle les écoute, silencieuse. C'est une attraction comme celle de la Lune qui lui permet de se dévêtir et de laisser sans pudeur apparaître sa nudité. Les pieds dans le sable, elle attend le printemps. Elle attend que ces hommes la parent de leur modeste collier, une chaîne, qu'elle portera jusqu'à l'usure. Au bout de cette chaîne, ils y mettront le plus beau de leurs joyaux, une coque qui se mettra à flotter et qui émergera lorsque la Lune à nouveau exercera son attraction dans l'autre sens. Alors, avec à son cou ses parures, elle sera encore plus belle et admirée. Elle, c'est une roche, une anse, une baie, un îlot aussi, un abri maritime. Un port sans âge bien mystérieux qui a charmé des générations et des générations. Bien sûr, pour la conquérir, il faut faire un effort, remonter la falaise, et les moins courageux ne seront jamais dans son cœur à elle. Ce cœur qui bat sans nul doute dans cette belle roche. Îlot, à l'aspect volcanique, et qui pourtant pacifique, songe surtout, en écrin, à affronter les vents de Nordée pour protéger ses parures. On ne sait pas comment un tel endroit peut naître. On a imaginé. On a pensé que peut-être, autour de ce lieu, rôde un mystère, une énigme. Une foule de superstitions se sont affrontées, des légendes aussi. Les hommes, qui aiment les histoires, ne se sont pas gênés pour en inventer. Et quand on sait qu'il y a toujours une part de vérité, on peut légitimement se poser des questions. Certains, par des soirs de pleine lune, ont pu voir, après il est vrai une soirée bien arrosée, une dame blanche se promener sur la lande, une sorte de banshee sortie du monde celtique. Si on tend bien l'oreille, on peut l'entendre hurler sa détresse qui s'engouffre dans le souffle du vent. On dit qu'elle cherche le repos de l'âme. Son cri, dit-on encore, peut s'entendre jusqu'à la chapelle de la Trinité. Il y a aussi Saint Jean-Baptiste, qui revint sur terre en débarquant à Guinzégald où il fut chassé par les dames du lieu. Il jeta alors sa hache d'abordage et déclara « Où elle tombera, on bâtira ma chapelle ». Quand on sait où se trouve la chapelle Saint-Jean, on se dit que le Jean-Baptiste en avait dans le biceps. D'autres vous diront sans la moindre incertitude que l'on accrochait au poteau les femmes adultères ou que le duc d'Albe, général de Charles Quint, qui d'ailleurs n'avait jamais mis les pieds en Bretagne, accrochait ses condamnés à mort sur ses poteaux. Mais bien sûr. Bon, il y en a qui racontent des conneries, comme toujours, qui disent que c'était mis pour accrocher les gens au poteau pour les noyer. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ça n'a jamais été, jamais ça. Duc d'Albe, pourquoi? Parce que ce général de Charles Quint avait été chargé de mater une rébellion dans une colonie espagnole de l'époque, à savoir dans les Flandres. Et il n'avait rien trouvé de mieux que d'attacher ses prisonniers à ses poteaux en marée basse, de façon à les inciter à parler avant la marée haute. Un peu triste, un peu cruel, mais à ma connaissance, ça ne s'est jamais passé par chez nous. En tout cas, cet endroit a toujours inspiré des artistes.
c'est une commune des Côtes d'Armor qui abrite ce trésor. Ploua. Comment Ploua. On ne pouvait pas faire plus simple. Plou veut dire paroisse, et l'on n'a jamais vraiment su qui pouvait être ce A. Ce ne pouvait être une première lettre de l'alphabet, alors il était évident qu'il s'agissait d'un saint, voire d'un chef de clan nommé Asa en breton ou Ada en gallois du nom biblique d'Adam. Ce type formidable aurait donné son nom vers le 6-7e siècle, à moins que ce ne soit au 8e, à un petit village d'irréductibles gaulois bretonnants. Ploua est mentionné la première fois dans la plus ancienne charte du cartulaire de Beauport. On l'appelait Ploasa ou Ploaha. Ploua était alors une des 6 paroisses du Goëlo, intégrant l'Anlou, dont la présentation avait été concédée à l'abbaye de Beauport par son fondateur Alain, fils du comte Henri. Comprenez la difficulté. Quand on n'arrive pas à trouver l'origine exacte d'un bourg, enfin d'un village devenu ville, on est mal parti pour trouver l'origine mystérieuse d'un petit abri maritime à l'aspect médiéval avec des arbres plantés dans la mer et qui est aujourd'hui le dernier vestige d'une certaine marine. Ploua est situé à quelques kilomètres de Paimpol, la ville phare, qui lui a fait de l'ombre et aussi pris ses enfants pour l'Islande. Tout cela se passait au XIXe siècle et au début du XXe, jusqu'en 1935, date où la Glycine, ultime goélette, fit la dernière campagne. Pendant près de 100 ans, la région fut tournée vers cette grande pêche périlleuse et empreinte aujourd'hui d'un romantisme accentué par le pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Je ne reviendrai pas à Porthaven. Je ne reviendrai pas à Porthaven. Au Pâques d'Islande, nous partons pour de longs mois. Partons à Islande, je sais que je mourrai là-bas. Je sais, ma belle Bretonne, que dans quelque temps tu seras tous les jours que Dieu nous donne à me guetter depuis ta croix. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser à cet endroit ? Magnifique, certes. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais tout de même un peu simpliste par rapport au Sphinx, aux pyramides, à la tour de Pise, au fort d'Alexandrie ou, je ne sais pas moi, la casesse de Petra. Eh bien, messieurs, dames, c'est bien simple. Ma famille est une famille d'ici. Et c'est important peut-être, j'ai connu mes premiers émois amoureux là. Et surtout, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Rencontrer des amoureux est toujours rassurant. Mais quand on aime la même femme, cela peut poser des problèmes. Pourtant, tout se passe bien. On les voit tous les jours, ils se passent le relais, gravitent sur la falaise. Ce sont des hommes comme il y en a partout dans le monde. Des hommes et des femmes qui aiment leur terre et qui chaque jour s'émerveillent de pouvoir vivre dans un tel décor. Un paysage qui, par certains endroits, fait penser à un western.
C'est une histoire universelle. Elle aurait pu se passer en Afrique, dans l'océan Indien, dans un coin d'Amérique, au fin fond de l'Australie. Mais c'est en Bretagne, terre de légende, où les druides n'ont pas complètement disparu, que des hommes et des femmes se sont amourachés et se sont pris à rêver autour d'un caillou avec d'étranges pieux de bois. Il y a un secret à Gwynzégal, c'est évident. Quelle est donc son origine ? Qui a le premier eu l'idée de planter un arbre avec ses racines dans le sable ? On est quand même parti à 112 en Indo, on est revenu à 12, hein. C'est pas beaucoup, hein. Parmi ces amoureux, il y en a un qui est quand même phénoménal. Ah bah alors là, c'est la gloire. Il a plus de 80 printemps. Il s'appelle Léon. Il descend la côte tous les jours pour aller à la pêche. C'est un ancien militaire. Après l'Indochine et l'Algérie, il a choisi de revivre sur son lieu de naissance. Il faut savoir une chose, c'est essentiel. La côte est dure. Mais Dieu merci, elle est bien là, car comme dirait Léon, Gwyn, ça se mérite et ça évite d'avoir des emmerdeurs, seuls les purs subsistent. Léon, c'est un peu le gardien du temple. Alors je demanderai à monsieur le maire d'y mettre la main, tu vois, et dégager ça, qu'on voie mieux. Non, c'est bien comme ça. Jean-Yves, lui aussi est un pur, un vrai. Ce gars-là est un frappadingue. Il est capable de vous dire si un rocher a bougé durant la nuit. C'est un observateur, un obsessionnel, mais un sacré documentaliste. Son travail a été pris en compte à la direction du territoire. Il fait référence. Figurez-vous qu'il a répertorié tous les bateaux depuis qu'ils sont immatriculés. Il connaît toutes les grottes. Et il a une petite idée sur l'origine du port. Et puis Jean-Yves a un rêve. Faire naviguer son vieux gréement qu'il restaure depuis des années. Et son plus grand souhait est de le voir mouiller à Gwynzégal, entre les poteaux. J'ai commencé à rénover un canot papolet, un petit bateau qui autrefois aurait pu être à Gwynzégal, mais qui vient du port de Bréac. Et l'objectif, c'est de remettre un canot papolet, donc le canot typique du secteur, dans les pieux à Gwynzégal. Marc, lui, c'est autre chose. Il est quand même le petit-fils du seul académicien de Ploua, Maurice Lelanoux. Il est historien, et si vous lui demandez un renseignement sur le diamètre du canon qui se situait en haut de la falaise, il pourra facilement vous donner sa portée. Il n'y a jamais eu plusieurs batteries en même temps. C'était une batterie de 2 canons, un de 8, un de 12 livres, et il n'y a jamais eu plusieurs batteries simultanément. Il s'est penché sur les invasions celtiques. Il a pas mal de choses à nous révéler. Et il y a tous ces plaisanciers qui continuent de faire vivre ce port, de l'entretenir. Sans eux, les poteaux auraient peut-être disparu, ou il y en aurait moins. Une association a été créée il y a quelques années maintenant. La mairie de Ploua est toujours présente pour apporter son soutien. Chaque été, l'association organise à Port-Moguer la fête de la mer. C'est sympathique et elle a toujours son petit succès. T'es pas sorti, Gilbert? Oui, je reviens. Et alors? On fait ça du macro. Je sais même pas faire macro, moi. Ouais, non, mais c'est vraiment la merde. C'est pas souvent. Non, quand t'es vu tourner, là, t'as été au bord des roches, tu te dis, il va peut-être en avoir. Après, t'es reparti vers le taureau, là, et puis... Je suis allé un peu partout, j'ai pas ouais. Ah ouais, c'est la merde. Et puis le type là, assis sur le sommet de Gwyn, pensif, torturé, c'est moi Yann. Vous allez me voir apparaître de temps en temps. Cet endroit est mon refuge. Déjà bien avant mon arrière-grand-père avait son bateau dans les poteaux. Et mon grand-père, mon oncle, mon père se sont transmis l'emplacement. Parce qu'avant l'association, on se transmettait la place de père en fils. Tout commence avec les saveurs de l'enfance.
Je crois qu'on est tous passés par là, Léon, Marc, Jean-Yves et les autres. On dirait un titre d'un film de Claude Sautet. Quand on était petit, on jouait près des bateaux enquillés sur le sable. On se baignait près d'eux. On se cachait dans les grottes tout autour, nichés dans la falaise. Les grottes à Chouan. À Ploua, l'air de rien, même si la région n'était pas le berceau de la révolte, il y eut une grosse période de chouannerie et les grottes, les failles, taillées par l'érosion, ont abrité bien des rebelles. À Gouinzegal, ou juste à côté, comme il y a des anfractuosités dans la falaise, les Chouans qui débarquaient la nuit avec des fusils et des munitions anglaises, donc arrivaient dans ces failles de rochers pour déposer leur cargaison et s'en aller ensuite. La charge pour les Chouans qui étaient sur terre, de récupérer la cargaison, toujours discrètement, et de dispatcher ça ensuite dans les troupes qui étaient à terre. Vers 1795, Armand de Chateaubriand, dont il est question dans les Mémoires d'Outre-Tombe, au livre 7e de la deuxième partie, était émissaire de l'armée des princes. Il aurait débarqué dans la crique de Gouinzegal pour apporter un message à un chef chouan. Il évoquera la région en laissant sous-entendre que le pays était peuplé de barbares qui ne parlaient pas français. Et oui, ça parlait breton. Au nord de la Loire, les paysans révoltés étaient minoritaires. Ça veut dire que seules des petites bandes armées ont parcouru la Bretagne actuelle. C'est un mélange de politique et de briganderie. Sous la Terreur, il y a eu quelques meurtres à Ploua, dont un mémorable sur la personne de Claude Guilloux, à Kersalic, puis assassiné à Saint-Georges. Une victime fut enterrée vivante. Palu, donc c'était en 1795 aussi, il y a eu une tentative plus importante, celle-ci, de débarquement. Alors si mes souvenirs sont exacts, il y a 3 corvettes anglaises, quelques barques, une dizaine de petits bâtiments, qui ont tenté un débarquement, c'est entre limite Ploua et Saint-Quay-Portrieux, de matériel, mais de beaucoup de matériel cette fois-ci. C'est pas une simple barque qui est venue dans un coin, non, c'était une tentative de grand débarquement. Et il y avait plusieurs centaines de Chouans qui étaient là pour réceptionner la marchandise. Mais les navires anglais avaient 24 heures de retard, ce qui a permis aux troupes républicaines qui étaient là, quelques troupes républicaines, d'organiser une défense, et l'affaire a fait un fiasco pour les Chouans. Et donc il y a eu une canonnade entre les pièces à terre et les bateaux, sans résultat, mais les bateaux sont repartis, ont repris le large, et les Chouans ont eu pas mal de pertes. C'est ça qu'on appelle le massacre du Palu. Gouinzegal est bordé par le sentier des douaniers, initié en France par Louis XVIII. En parcourant celui-ci, on assiste à un des plus beaux paysages qui soit. Les falaises de Ploua sont les plus hautes de Bretagne, 104 mètres, et le panorama est tout simplement sublime et sauvage. On peut au large admirer la roche mauve, qui ressemble sous certains angles à un bateau immaculé. La vérité est que ce caillou est devenu une réserve naturelle pour oiseaux de mer, et sa blancheur n'est en fait qu'une étendue de fientes. Son nom est originaire du gallo mauf, qui veut dire mouette. En breton, roc ar goeln, le rocher au goéland. Autrefois, vers le XVIIe, il portait le nom de Roquelen, sur les cartes marines. Nos grands-parents allaient pique-niquer dessus. On dit
que les pirates se cachaient derrière elle pour surprendre les navires, ou aussi qu'ils allumaient des feux en naufrageurs. Et si je vous disais que certains ont pensé y mettre un bistrot? Ici se trouve la pointe de Bégastel. Le petit rocher devant, c'est le pommier. Dans le temps, on l'appelait Castellic, la pointe du château. Son point de vue domine la baie. Ici, c'est la pointe de Bégastel, sur laquelle se trouvait à l'époque de la Révolution française, dans les années 1790, l'emplacement d'un canon. Il y avait un canon qui était destiné à protéger les côtes contre les incursions des Anglais, mais aussi des trafiquants de tout poil qui venaient essayer de faire du trafic sans se faire attraper par les douaniers. Un peu en amont se trouvait la cabane des douaniers. Aujourd'hui, une ruine. Les pierres ont été volées pour la plupart, comme l'exprime Léon. Il y a des générations qui sont descendues là, des générations. Ah bah oui, ils ont continué à faucher les pierres. Hein. Tu vois le bordel que c'est après? Alors ça, c'était la cabane des douaniers. Voilà. C'est bien comme truc. Et alors il y avait des jolies pierres, hein, c'était des pierres de taille et tout. Puis ça a été démonté, ça a été fauché, quoi. Il s'en est roulé des pelles là-dedans. Ouais, pas comment la nature reprend le dessus. Regarde ça. Parce que là, il y a encore de la récupération à faire, ça. Regarde ça. On ne peut pas parler de Guinzegal sans associer Port-Moguer, situé en face, remarqué par un quai de granit rose dont nous reparlerons. C'est entre ces deux points que la plage s'étend à marée basse. On peut donc rejoindre Guinzegal à pied, ce qui permet aux véhicules utiles aux travaux du port de profiter de la marée pour accéder au mouillage. Il y a environ 650 mètres à parcourir. Plus loin, on distingue la plage de Lanskocha, rebaptisée Bonaparte, lieu de code de la résistance où le réseau Shelbourne écrira une des belles pages de gloire de la dernière guerre. Les aviateurs alliés étaient cachés par les Powhatans et étaient récupérés la nuit par une corvette anglaise commandée parfois par le commandant Birking, le père de Jane. C'est une autre histoire, mais sachez que la roche de Guinzegal assistait à ces actes de bravoure. Ici, on peut apercevoir la plage Bonaparte, là où le réseau Shelbourne a fait évader 135 aviateurs alliés pendant début de l'année 1944. Donc, ils les faisaient débarquer, rembarquer plutôt en pleine nuit, par les nuits sans lune, au nez et la barbe des Allemands qui gardaient la côte. Et donc ces aviateurs alliés tombés en Europe occupée étaient évacués vers l'Angleterre où ils pouvaient reprendre le combat. Donc nous avons vu d'ici cette plage où les aviateurs repartaient en Angleterre. Après, c'est Bréhec, Plouézec, la pointe de Minard, Paimpol, l'île de Bréa. L'hiver, les marins s'impatientent. Il faut voir l'intérieur. Viens voir, viens voir. Ça te fait chier de mettre un casier là. Il va aller pêcher des sèches. Avec le noir de la sèche. Ah oui, c'est beau. T'as vu un peu là? Ah là, Vous avez vu un petit peu? C'est beau, hein? C'est le Respect, salon respect, nautique. respect. Alors là, regarde comme ça s'agrandit la Trinité. Regarde des maisons neuves qu'il y a. Léon habite ici dans cette maison, près de la chapelle. Cette chapelle de la Trinité dont nous reparlerons, elle est étrangement liée à Guinzegal. Mais toi t'es né ici, Léon, de toute Je façon. suis né sur la table. Pas celle-là, mais dans la Celle qui cuisine. était avant. Dans la cuisine, les tables c'est avec un... Léon aime recevoir, et les amoureux du coin aiment bien s'arrêter chez lui et son épouse Oui. pour évoquer l'histoire du lieu. Moi j'étais content de tomber sur toi. Jean-Yves notamment vient bien souvent voir si le vieux n'aurait pas une anecdote croustillante. Léon me connaît depuis que je suis petit. Ma grand-mère, à Najos, qui habitait la Trinité, le gardait quand il était bébé. Cela n'a pas dû toujours être facile pour elle.
il était déjà très volubile. Est-ce que tu lui as raconté, monsieur, qui avait des amis avec lui et qui disait ceci, Ah oui, le cela, gars, cela. un jour en haut de la côte, là aussi j'ai dû te dire ça, il était en haut de la côte et puis il y avait un tas de mecs là, puis il y avait un gars qui expliquait tout quoi. Alors vous voyez en bas, c'était une forêt, ils ont supprimé quelques arbres et ils en ont laissé pour accrocher les bateaux. Ah je te dis, j'étais plié en deux, j'ai rien dit parce que je disais que comme ça c'est pas la peine. Et dans la mer qu'on met les mâts, houla, houla. Guinzegal abrite aussi des voiliers de passage. Beaucoup aiment mouiller là quelques heures pour profiter aussi de ce paysage sauvage. C'est vrai qu'en rentrant à Paul ou Bréa, quand je partais en tournée, ou même je revenais d'Angleterre, j'avais souvent tendance à aller directement là, entre Port à Binic. Et puis c'est vrai qu'une fois en rentrant à Vegan, il m'a dit « Ah viens, il faut que je te fasse découvrir un petit coin. Hein. » C'était Guinzegal. C'est vrai que c'était un petit peu un petit joyau auquel j'avais pas fait attention. Et maintenant, j'avoue que je fais venir du monde un petit peu de temps en temps à la voile. Et les gens sont toujours agréablement surpris. Ici, les tempêtes sont puissantes. Protégé des vents de nordée, l'abri doit toutefois affronter les vents de nord-ouest ou du sud-est. J'ai vu un mur d'eau arriver. Ça, c'est quelque chose. Un tsunami? Oui, tout à fait, oui. Une vague de 3 mètres, là. Et puis ça m'a foutu à l'eau. Heureusement, j'avais le copain qui était avec moi. On a pu sortir de la flotte. Et puis on était brossé sur les rochers. Le bateau en plastique et une petite boîte d'allumettes. T'as dû avoir un peu les jetons? Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Maintenant, tu fais un peu plus gaffe, quoi. J'ai vu la mise en place des poteaux, quoi. C'est impressionnant, quoi, d'arriver des arbres avec les racines, le trou, et puis tu mets ton arbre dans le trou, et puis tu bloques avec des rochers et du sable, quoi. On les emmenait à Port-Molière avec un cheval ou un plateau. Moi, c'est souvent Louis Pape qui m'emmenait mes poteaux à Port-Molière. Tu les coupais où, les poteaux? Sur les fossés. Sur les fossés des champs. Moi, j'avais des ormes, mais les poteaux à Guinzegal, c'était essentiellement de l'orme qu'on mettait. Sur les talus de mon champ à la Trinité, là, j'avais toujours des ormes. Et je les conservais pour pouvoir espacer, disons, dans le temps, pour avoir toujours 2 poteaux, disons, assez gros, pour pouvoir les mettre à cuire. Déjà en 83, un premier problème s'est posé, puisque alors que nos anciens utilisaient que des ormes, des connaissances d'arbres, ces arbres ont été décimés par la graphiose. Il n'y a plus d'ormes en Bretagne ni même partout en France. Après plusieurs tâtonnements, nos anciens ont utilisé uniquement des chênes et des châtaigniers. 15 personnes étaient, parce qu'ils étaient énormes. Ils étaient à 3 à les mater dessous le poteau, et avec 4 cordes, on les mettait en étoile, de façon, et on était 3-4 personnes à chaque bout pour le tenir debout. Alors il fallait 15 personnes, il fallait des caisses de bière et tout ça pour ravitailler tout le monde, c'était une époque quoi. Hein. Ça n'a plus rien à voir de toute façon. Maintenant les poteaux on les enfonce dans le sable. Avant ils étaient montés sur des talus. Et le gros problème qu'on avait justement c'est au bout de 6-7 ans, le poteau à force d'osciller quoi, il se bouffait en haut.
Voilà, au ras à la de base qui est au-dessus des Oui, terres, quoi. juste à la limite. Et un jour ou l'autre, il cassait. Alors t'arrives un jour, t'avais le cul du bateau qui était de travers ou un truc comme ça. Aujourd'hui, ces arbres sont déracinés par les services techniques de la commune et sont plantés dans le sable lors des grandes marées d'équinoxe, vers mars-avril. Les engins transportent les arbres à partir de Port-Moguer et viennent planter les pieux hauts d'environ 8 à 10 mètres. Ils ont 2 heures à 2 heures et demie pour travailler, entre la marée basse et le flux remontant. Leur durée de vie est d'environ 10 ans. Et tu te souviens de l'époque où il y avait 2 poteaux Oui, dans le temps, il y avait 2 poteaux qui étaient l'un à côté de l'autre, de façon que... ça, c'était surtout pour les gros bateaux. Pour les gros bateaux. Ou alors, il était possible aussi que l'un des poteaux servait pour le bateau qui était devant et l'autre qui était derrière, mais comme les 2 personnes ne s'entendaient ou ne s'entendaient pas, ça fait qu'on était obligé de mettre 2 poteaux l'un à côté de l'autre. Et ils avaient même des chaînes à l'avant, qui étaient prises sur un bloc de cailloux à l'avant. Une chaîne pour éviter surtout le premier quai. Parce que maintenant, là, ils ont fait un premier quai énorme, là, ils ont mis pas mal de roches sur les premiers poteaux, donc ils ont enlevé ça. Mais dans le temps, le quai était beaucoup plus bas, et il y avait des chaînes sur les gros, où il y avait des bateaux importants. Il y avait des chaînes sur un bateau en bois, et c'est très lourd. Mais il y en avait beaucoup moins. Hein. De toute façon, l'acheter, elle a été prolongée. Ouais. Il y en avait beaucoup moins. Et ça arrêtait, en gros, l'acheter, ça arrêtait au 4e poteau, là, à peu près. Voilà, au 3e, 4e. Hein, et derrière, ici, là, il n'y en avait pas. Hein. Et on était entre 20 et 25. Alors, on avait l'avantage, c'est que on avait nos poteaux et également, on avait un corps mort. Et quand la mer était pas assez haute, on se mettait sur le corps mort et puis on repartait le lendemain, quoi. Et c'était vachement agréable, quoi. Il y avait des types sympas, il y en avait des moins sympas, il y avait des casiers qui disparaissaient. C'était une époque, quoi, hein, de toute façon. Oui, alors explique-moi Tu me disais que les rochers là n'étaient pas soudés. Enfin, En fait, avant la réfection du mouillage de Guinzegal, le mur qui est sur le devant, la première ligne, en fait, c'était l'équivalent d'un mur en pierre sèche, comme les murs qu'on trouve sur les talus à l'intérieur des terres. Mais quel étrange système d'amarrage. Comment s'y prennent-ils? D'où vient cette façon de faire? Il faut savoir que ce type de mouillage était courant au Moyen-Âge, en Irlande, dans les pays celtes et au nord. Au début du XXe siècle, la côte atlantique était parsemée de ce genre de mouillage. Ils ont progressivement disparu, par manque d'entretien. La guerre aussi. Dans les années 1940, ça a disparu, 40-42 à peu près, au moment où les Allemands et les Russes blancs sont venus sur tout le long du littoral pour faire leur défense côtière. Et à ce moment-là, pour éviter que des bateaux puissent partir et rejoindre éventuellement l'Angleterre, on a rassemblé tous les flottilles de pêche dans des mêmes ports qu'on pouvait contrôler et surveiller davantage, quoi. Donc, à ce moment-là, plus de bateaux dans ces espaces, et puis bon, l'hiver, il fallait bien chauffer. Donc les Russes blancs, surtout dans ces endroits-là, comme à Portspoder, à Port-Salle, il n'y a pas beaucoup de forêts et de zones boisées. Donc le meilleur moyen, ils avaient du bois sur pied, hop, on a coupé les arbres et puis ça permettait de se chauffer, quoi. Mais les poteaux sont parfois remplacés par du ciment, des poteaux télégraphiques pour les moins esthètes. Il n'existe plus que 2 ports de ce type en Europe, à Guinzegal et à Portspoder, Port-Mazou. Ce sont les 2 seuls encore en activité. Le système d'amarrage est particulier. On attache le bateau sur une chaîne au devant
et au derrière. Au début du siècle dernier, les pêcheurs payaient une redevance peu chère. Ils allaient à Paimpol, recevaient un reçu. Et puis cela fut abandonné. C'est avec l'association qu'il fallut à nouveau payer sa place. En fait, avant, c'était des concessions qu'ils avaient individuelles, avant que ce soit groupé au niveau collectif. Chacun avait son mouillage. Mais on n'avait pas de concession. C'est qu'ici, tout était gratuit. Ah oui. C'est la différence. Et il y a un innocent, un jour, qui a voulu mettre un corps mort. Il est allé à l'inscription maritime. Il dit, mais il n'y a pas de port, là. Et puis, manque de peau. Après, ça y est, on s'est mis à payer et tout ça. Puis après, il y a eu l'association. Vas-y, Coco, quoi. C'était le grand-père qui donnait soit au fils, soit au beau-fils. Et puis, puis après, c'était le petit-fils qui prenait la suite. Ça se passait comme ça. C'est passé comme ça aussi. Mais avant l'association, c'était, disons, l'un donnait à l'autre. C'était comme ça. Maintenant, l'association, c'est eux qui changent les poteaux. Et puis bon, il y a une cotisation annuelle. Et puis voilà. C'est pas plus mal, mais bon. C'est moins familial qu'avant. Moins familial. Nous, on a hérité de poteaux d'un pêcheur, qui était un oncle à la mère à Yann. Et c'est comme ça qu'on a eu le droit d'aller là. Alors après, on a mis un corps mort. Mais ça remonte à 40 ans. C'est pas d'aujourd'hui. Et on a eu on est rendu au 3e bateau, quoi. Aujourd'hui, il y a 46 poteaux. Ici, autrefois, bien sûr, il n'y en avait pas autant. À regarder les documents d'époque, on peut s'en rendre compte. Dans les années 30, le plus gros bateau s'appelait le Baravel. Il appartenait à M. Cordier. Yves Alain navigua dessus le plus souvent avec mon arrière-grand-père, Arsène Josse. Beaucoup de gens connaissent le Baravel parce que c'est un bateau qui était donc basé à Guinzegal. Et pendant l'année, il naviguait très souvent avec un autre bateau, le bateau d'Arsène Josse. Et plusieurs personnes ont passé leur brevet de marin. Voilà, sur le Baravel, voilà, le brevet de matelot, notamment Petit Louis, qu'on appelle Petit Louis Guillou, qui a passé en 1941 son brevet de matelot sur le Baravel. Ça, sont vos parents. Ma mère au début de son mariage. Ce sont des photos de mode à Guinzegal, donc. Hein. Beaucoup, après l'Islande ou Terre-Neuve, se sont installés à Guin et ont pratiqué la pêche professionnelle. Parmi les pêcheurs que vous avez connus, donc moi j'ai connu connu tout le monde. Hein. Ouais. C'était Roland qui a duré le plus longtemps. Il y avait Jacob, il y avait Kergadalan, qui habite à côté de chez Yann là. Bouvier, ouais. Josse, ils étaient, Arsène. Arsène, justement, c'est avec Arsène que quand il a arrêté, qu'on a pu avoir nos poteaux. Mon oncle était une de ces grandes gueules. Il n'était pas toujours commode. Certains avaient été marins dans la Royale. Ces hommes savaient ce que le travail voulait dire. Ils étaient courageux et avaient du tempérament. Il n'était pas question de jouer les fébriles face au dur métier de la mer. Quelques-uns avaient encore en tête les saveurs exotiques de la coloniale. Et tous ne s'étaient pas mis à sucer des bonbons comme le héros d'Antoine Blondin d'un singe en hiver pour donner le change. À la Trinité, le quartier des marins, il y avait 2 cafés, enfin un débit de boisson tenu par Madame Stéphanie Richaume et un café chez Tinette, qui deviendra le café des pêcheurs.
il portait merveilleusement son nom. Il fut repris par monsieur et madame Rousseau. Dans ce lieu animé, ils aimaient se rejoindre. On s'arrêtait toujours, un petit coup autour de la pêche, là, autour des copains. Faire une partie de boule l'après-midi, souvent, une partie de cartes le soir. Oui, Tinette. La Tinette, j'étais tout petit là. Tu sais, quand j'avais 5-6 ans, et la mère Hervé Philippot aussi, qui habitait juste au-dessus. C'est un bistrot aussi. La mère Hervé. Ah oui, on se souvient, on travaille tous au Café des Pêcheurs. Il y avait Paul Casabialan, il y avait Arsène qui venait là, il y avait Bouvier, il y avait enfin tout ça, quoi, toute l'équipe, tout ce qui était là. Quoi. Passait au Café des Pêcheurs, boire un coup et puis il partait. Hein. Mais bon, il y avait même une vie, disons, qui se passait après la pêche. Quoi. C'était sympa. Ouais. C'était le matin, ça? C'était le matin après la pêche. Ouais. Après la pêche, vers 10h, 10h30 le matin, on s'arrêtait systématiquement au Café des Pêcheurs à la Trinité. Chez Rousseau. Chez Rousseau. Voilà. Bon, c'était comme ça, hein, et puis bon. Ah, c'était bien, c'était sympa. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Ça manque, hein. Ah oui, maintenant il n'y a plus de café, il n'y a plus rien. C'est un peu triste. Maintenant, chacun il finit sa pêche, il rentre chez soi, quoi. Là, on passait, on buvait un coup, là, au Café des Pêcheurs, et puis. Puis vous compariez un peu les pêches aussi. Puis on discutait surtout de pêche. On discutait de pêche. Hein, bon, tiens, tu as fait ça ici, aujourd'hui, ou tu les as fait. Alors souvent on ne disait pas, parce qu'on ne voulait pas dévoiler nos coins non plus. Quant à moi, j'ai des souvenirs de carambar. L'été, Rousseau avait une petite cabane à Port-Moguer. Il vendait des glaces, des boissons fraîches. Nostalgie. Au début du siècle dernier, certains pêcheurs ont racheté pour un franc symbolique des doris, qui servaient à la pêche à Terre-Neuve. Ce sont ces navires qu'ils amarraient à Gouine. Puis ce fut de vrais canots en bois. Beaucoup de bateaux étaient des bocs à tape-cul, certains fabriqués à Paimpol chez Cabriquet. Quelques-uns de ces hommes portaient leur mélancolie autour de ce caillou étonnant, en forme de volcan, qui recevait et recueille toujours en son sein tous les rêves et les illusions de ses enfants. On me disait récemment qu'on avait vu un de ces marins pleurer en haut de la falaise, de ne pouvoir reprendre la mer. Il faut savoir que les hommes aux apparences les plus terribles sont au fond d'eux restés des petits garçons, des rêveurs. Bien sûr, il y a bien eu quelques filles, mais je ne pourrais vous dire ce qu'elles ont ressenti. Certainement un souffle romantique obscur a parcouru leur être. Et puis pour certains, Gouine-Zégal, c'est d'abord la pêche en mer. Souvent avec les parents, un grand-père, un oncle, une atmosphère de travail et de détente mêlée. Pour les jeunes, l'apprentissage d'une vie d'homme. C'est quand le ciel s'obscurcit qu'il revient avant la nuit pour se protéger du vent nordique qu'il a si souvent blessé. Il s'attache au poteau, en être ou pas, c'est le boulot. Que de s'amarrer ici bien avant lui, son père a passé une vie. Et ce sentiment merveilleux d'être presque seul au monde le matin, quand on va chercher son annexe. Le bruissement des rames dans l'eau familière, mêlé au son du flot et au bruit des chaînes qui maintiennent l'embarcation.
C'est difficile de rendre compte d'un pareil ravissement. Un spectacle pour les yeux, pour Louis. Un apaisement des sens. On n'a rien foutu. Je suis choquée. Je crois que ça arrive bientôt là. Ici, il y a une bonne de copains. Ils sont tous solidaires, ils sont... J'aurais vu le ressac qu'il y avait la semaine dernière. Mardi. Samedi matin, il y avait un peu de fleurs. Oh ouais. Mais mardi, c'était le haut de l'eau là. Oh putain, il y avait 4 mètres de Il y a division. 3 jours déjà. Bonjour les hommes. Ça va, on attaque. Bonjour. Bonjour les hommes. On attaque mais on fout rien, alors c'est pareil. Alors, Monsieur Lapipe. Monsieur Lapipe. T'es content de retrouver tes collègues, hein? T'es content? Oui, bonjour. Ah ouais, je leur disais, mais alors, comment que ça se fait que la meute n'est pas arrivée? La meute. Les marchandriettes. Oh on peut pas être tranquille dans ce pays-ci. Allez. Chacun a sa technique pour remonter la plate. Non, on n'a rien fait. Merde. Je fais rien.
rien, quoi. Un peu de frappe, et puis... Parfois, ça se termine à la maison, autour d'un muscadet au madoué. Et les anecdotes, les plaisanteries font bon ménage. Il y a eu une association qui s'est appelée l'Association pour la défense du cadre de vie, de l'aménagement, de l'habitat dans la région de Ploua. À la suite d'un tract qui est paru sur Guinzegal, je m'étais inscrite à l'époque où cette association a vu le jour. Il y a quelques années, Léon, Jean-Yves et d'autres s'étaient mobilisés pour préserver le charme de leur éternel amour. Un projet d'enrochement portuaire avait été évoqué. Nos gaillards avaient réagi vivement, créant une association de défense de cadres de vie. Le site évoluera quelque peu, mais jamais dans le désastre prévu. Il y eut de la virulence dans les propos et la presse locale rendit compte de l'affaire. L'association avait pourtant été déjà créée en 1983. Dès 1983, le maire, donc ayant organisé cette zone de mouillage, a demandé à un Plouatin, en l'occurrence M. Marcel Leroux, de créer une amicale des usagers de ce port, une amicale des plaisanciers, et a chargé cette dite amicale de gérer la zone de mouillage. C'est-à-dire que la commune a signé avec l'association une convention qui délègue donc les pouvoirs de la commune à l'association. Depuis cette date, il y a eu, à ma connaissance, on doit être à notre 5e président. J'ai eu l'honneur d'être président de cette association pendant 12 ans. Et donc j'ai eu à ma charge la désignation des postes de mouillage, l'attribution des zones de mouillage aux plaisanciers. Les Celtes, peuple de guerriers poètes, peuple de clans, malheureusement divisés. Peuple inventif et rêveur, querelleur et batailleur. Peuple mystique aussi, et mystérieux. Et qui a su, à travers le temps, conserver l'essentiel de sa langue, par la tradition orale, le chant notamment. Historiquement, beaucoup pensent que les premiers Bretons venus de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pays de Galles et la Cornouaille seraient arrivés vers le 5e et 6e siècle, sur la côte de Ploua. Avant l'occupation romaine, le territoire de Ploua était occupé par la tribu gauloise des Vélavis, dans la confédération appelée Ocime. La côte de Ploua ressemble étrangement à la côte irlandaise ou de nos voisins d'en face. Ils auraient pu y trouver une familiarité rassurante. Il est curieux de constater que la limite actuelle de la langue bretonne se situe justement à Ploua, à Kerregal. Après Vercinquet, c'est le Pays gallo. Il se pourrait donc que nos ancêtres aient débarqué non seulement à Ploua, mais pourquoi pas à Guinzegal.
L'évocation n'est pas invraisemblable. Comme l'explique Marc Lelanoux. Il est possible que personne ne soit jamais arrivé à Gwynségal, mais l'hypothèse que les Bretons soient arrivés, entre autres, par là, est tout à fait cohérente. Mais comment ces Bretons sont-ils arrivés? Avec quel genre de bateau? Les Celtes, les Bretons, sont arrivés sur un type de bateau courant à l'époque, et il semblerait bien, selon toute vraisemblance, que ce soit des curacles. Ce sont des bateaux qu'on trouve encore en Irlande actuellement, alors qui sont constitués très simplement d'une peau de bête cousue sur une armature en bois. Il y a 4 à 6 rameurs, rarement 8, et ce sont des bateaux très légers. Il faut les lester avec des pierres trouvées sur la côte pour pouvoir naviguer, pour aller à la pêche ou pour aller d'Armorique en Angleterre ou inversement. Et ces bateaux sont tellement légers qu'un seul homme peut les porter, et quand ils arrivent à terre, ils ne sont pas laissés dans l'eau, on les tire sur la terre et on les renverse, et ça sert d'abri pour les gens qui viennent d'arriver sur la côte. C'est donc leur premier abri aux Bretons. Quand ils arrivent ici, leur premier abri, c'est leur bateau. Donc les poteaux, parce qu'il faut revenir à ça, oui, auraient pu exister à cette époque-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, il faut bien amarrer son bateau, même si je vous dis que le curacle, on le met à terre. Mais après, il y a d'autres bateaux bretons qui s'appellent des ponteaux, si je me rappelle bien, et qui eux sont des bateaux en bois beaucoup plus lourds, qu'on ne peut pas déhaler sur la terre. Donc il est bien possible que pour les amariner, hein, on ait mis des poteaux en bois à Gwynségal, qui est un endroit favorable pour cela. Et donc les poteaux en bois auraient pu exister dès le 5e siècle. Pourquoi pas? L'origine de l'appellation du site, Gwynségal, viendrait de Gwyn, froment, et Ségal, le seigle. Alors, on pense que ce site a servi à la culture, alors que maintenant il est envahi par les fougères et autres landes. Ça peut être aussi un site où il y aurait eu un rite païen autour de une fête païenne sur le site qui aurait donc mélangé le seigle et le froment. C'est tout ce que l'on sait, on n'arrive pas à définir exactement l'appellation de ce site. Il va y avoir plusieurs versions, ça daterait des prêtres qui sont venus ici, quoi, les moines qui ont du temps de l'abbaye de Beauport et tout ça, quoi. Voilà, pour moi. On disait que justement ça s'était appelé comme ça parce que il y avait à l'époque des bateaux qui donc perdaient des tonneaux de vin et auraient atterri sur le port de Gwynségal. Et donc il y aurait eu une histoire avec le vin et justement le froment. Donc bon, ça c'est des choses que j'ai entendues, je n'affirme rien. Parce que bon, c'est de l'oral, donc on peut absolument pas certifier ces choses-là. L'origine du nom est pareil, un peu controversée. Donc si on traduit mot à mot aujourd'hui, Gwynségal, c'est le vin, le seigle. Il n'y a pas de relation avec des vignes parce que les vignes, il n'y en a pas eu sur les falaises ici. Par contre, ce qu'il y a eu sur les falaises ici, sur les landes, c'est la culture du froment et du seigle, ça oui. Et une autre écriture de Gwyn serait Gwynis, le froment et le seigle. Et par déformation, après, Gwynilis. Normalement, oui, la racine vient de là. Maintenant, à l'époque, comment l'appelait-il cet endroit? Je ne sais pas. Mais c'est parce que je pense que Ségal est une déformation d'un mot plus ancien. Gwynségal est l'association de deux mots. En breton, Gwyn veut dire vin, Ségal, seigle. L'association simpliste signifierait qu'il veut dire vin de seigle. Ce qui, pour moi, c'est personnel, pourrait signifier qu'ils aient fabriqué une eau de vie, donc une sorte de whisky. Je plaisante, à moitié. D'autres disent qu'autrefois on échangeait du vin qui serait venu de Bordeaux, pourquoi s'en priver, contre des céréales. Pratique courante chez les Celtes, qui échangeaient du vin venant de Méditerranée, notamment avec les Massaliotes. Il semble que la terre aux alentours de Gwyn était cultivée ainsi. Mais Gwyn pourrait être le diminutif de Gwynis, qui veut dire froment en breton. Une chose de toute façon est certaine, on cultivait des céréales sur les terres alentours. Sur certaines cartes, on peut lire NS Renségal. Seul Ségal est présent avec un S. À l'époque de Jules Ferry, on francisait tous les noms bretons. Le fameux « pas le droit de cracher par terre et de parler breton » est resté bien connu. Aussi, la plupart des cartes dites anciennes remontent à cette époque.
le Z de Ségale, a alors été supprimé. Aujourd'hui, on a remis un S. C'est vraiment très curieux. On l'écrivait aussi au XVIIe siècle sur les cartes des frères Cassini. Gouine, G-O-U-I-N-E. Mettons cela sur une approximation phonétique. Ceux qui écrivaient à l'époque n'écrivaient pas le breton langue orale, et ils écrivaient comme ils supposaient. Le patronyme de certains lieux, comme d'ailleurs les noms de famille, sont parfois dus à une certaine fantaisie. Il est fort probable que cet îlot, qui n'avait pas de nom, ait abrité des navires vers le 6e et 7e siècle déjà. Qui, les premiers, ont exploité cette terre? Les moines? Ceux qui vivaient sans aucun doute autour de ce rocher? Ceux qui nous venaient d'Irlande? Plus tard, vers le XIIIe siècle, ils furent attachés certainement à l'abbaye de Beauport. On peut penser que l'îlot a pris son nom vers le XIIIe ou XIVe siècle. Le nom pouvait être non seulement l'îlot, mais aussi les terres environnantes. C'est un peu avec le temps qu'il s'est précisé sur ce rocher à la forme volcanique. Il est indispensable de connaître ce qui se passait d'un point de vue religieux à l'époque de la christianisation. On sait que l'évangélisation des Bretons a été faite par des moines irlandais, mais qui n'étaient pas influencés par l'Église romaine. Ce sont des Coptes et des Syriaques qui, chassés par le pouvoir civil, sont allés eux-mêmes évangéliser l'Irlande, et c'est cette influence orientale qui a fait que, au Pays de Galles, en Irlande et en Bretagne, la religion n'était pas celle de Rome. C'est ainsi qu'on retrouve d'ailleurs, même jusqu'à très récemment, des façons de faire religieuses différentes en Bretagne par rapport au reste de la chrétienté, enfin du moins du monde catholique. La chapelle de la Trinité s'élève sur le point le plus élevé de la route de Plouha à Kersalik. L'origine de sa construction est inconnue. Son existence est mentionnée dans une charte de 1354. Au XVIIIe siècle, elle était dotée de 26 rentes anciennes, hypothéquées sur divers lopins de terre au village de la Trinité, de Tilosquet, de Keruro, de Kersalik, de Kerjean, de Kerouziel, tous de la Dix-Mairie de Travasec. Il est impossible de déterminer avec certitude l'origine de l'édification de la chapelle. Certains pensent qu'il s'agirait d'une fondation pieuse des Travasec. À qui appartenait cette terre? Nous sommes alors au XIIIe siècle. Beaucoup plus tard, c'est sans doute dans ce manoir que Guilloux fut enlevé et tué par les Chouans. Il y avait de la noblesse à Plouha. Elle avait la réputation d'être désargentée et obscure. On pense aussi à d'autres familles qui possédaient des terres autour, comme les Poulards au XIVe siècle, ou les Flocs de Kersalik. Et si c'était grâce à une aumône des marins du quartier? Toujours est-il que cette chapelle est étrangement liée à Gwynzégal. Quelques-uns pensent qu'avant cette chapelle, il y avait un tumulus. Tumulus, c'est plutôt celtique, mais pré-chrétien. Le tumulus, c'est l'endroit où on enterre le guerrier défunt avec toutes ses armes, avec son cheval. On a retrouvé comme ça en Europe des tumulus celtes, où donc le guerrier, le chef de tribu, était enterré. Pour moi, le tumulus, ça me fait plutôt penser à une période pré-celtique. Maintenant, les traditions étant ce qu'elles sont, il est possible que les Bretons aient fait ce qu'on appelle un syncrétisme religieux et gardé des traditions d'avant leur évangélisation. C'est possible. D'où une possibilité qu'il y ait un tumulus avant la chapelle de la Trinité, qui a été construite dessus, qui aurait été construite dessus. Ça, c'est une hypothèse. Et l'on pourrait imaginer qu'il y avait autrefois déjà un autre édifice religieux où les moines se seraient installés. En effet, de toute sa hauteur, on constate que la chapelle pouvait aisément autrefois avoir la vue sur la mer
et Gwynségal est situé seulement à 1,5 km. On aurait pu penser que selon la tradition de leur pays, l'Irlande, les moines aient les premiers installé ce système d'amarrage. Ils avaient besoin de naviguer pour se déplacer, pêcher. Ces moines étaient des aventuriers aussi. Au début missionnaires et ermites, ils sont certainement peu à peu devenus cénobites. Ce qui est troublant, c'est cette cupule, réceptacle de 10 cm de diamètre qui aurait pu servir pour les offrandes. La stèle date de l'âge de fer. Placée devant la chapelle, elle atteste une très ancienne occupation du site, christianisée par la suite. Il se pourrait donc que ce lieu qui domine la baie ait été utilisé déjà pour des cérémonies païennes ou druidiques. L'îlot de Gwynségal aurait pu être le théâtre de ces rites bien avant l'arrivée du christianisme. Ces moines donc, c'est bien sûr une supposition, auraient pu planter les premiers arbres dans la mer. Le port Moguer, ce qui signifie anse ou port du mur, ou anse rocheuse en breton. Ce nom n'a sans doute rien à voir avec le fameux capitaine Hervé de Portsmouth, dont le navire La Cordelière fut coulé au large de Morlaix par les Anglais et qui devint le héros d'une chanson interprétée notamment par Henri de Montfred. Tandis que nous faisons le guet, parlons un peu de Primo Guet, qui commandait la Cordelière, la frégate armée à Morlaix, pour faire la chasse à l'anglais. Nos gars chantant à cœur perdu abandonnèrent le Dourdu. Ils s'en allaient la mine fière combattre l'ennemi vainqueur, l'espoir aux yeux, la haine au cœur. Tous les Powhatans connaissent cet endroit facile d'accès et dont la plage permet à marée basse de passer à Gwynségal. Un passage avait d'ailleurs été créé pour permettre aux baigneurs d'accéder à la fameuse grève. Lieu où il faut être prudent puisque la falaise s'effrite et il peut y avoir des éboulements. Port Moguer, c'est surtout ce quai en granit rose sur lequel bon nombre de personnes aiment se promener pour admirer la baie. D'autres, l'été, tentent des plongeons du haut de ce quai familier, cherchant peut-être, la nature étant ce qu'elle est, à épater les filles. Il y a, à mon sens, bien mieux à faire que de risquer de se fracasser sur la roche, mais chacun a ses atouts et utilise ce qu'il peut utiliser. Marie Moguer, libre comme l'air, Marie Moguer, belle et si fière. Marie Moguer, fille du vent, insaisissable comme une enfant. Un quai de pierre posé sur mer, un coup de tonnerre plein de mystère. On dit qu'on t'a vu apparaître comme si tu venais de naître. C'était pourtant en pleine nuit une silhouette de péniche. Imaginez Port Moguer sans le quai. Il y avait de la roche, tout simplement. Maurice Le Lanoux, dans son ouvrage Un bleu de Bretagne, évoque la construction du port. Depuis un bon siècle déjà, Plouha boudait son propre littoral. La fâcherie remontait aux environs de 1885, quand, poussé par le grand mouvement qui multipliait en Bretagne les travaux portuaires et jusqu'aux bassins à flot, les Plouhatins réclamèrent et obtinrent que fût construit, dans la sauvage crique de Port Moguer, au pied du vieil amer en forme de tour blanchie que l'on appelait la tour à 100 fesses, un quai d'une 30aine de mètres, à étage, reliant au continent, un rocher minuscule, mais hérissé et fermant un plan d'eau à peu près tranquille. Ce havre lilliputien et mégalithique tout ensemble devait servir à la pêche locale et à une navigation de bornage dont les frettes auraient été les sables coquillés, attendus par une agriculture en renouveau et les belles pierres de construction que les granites de la côte pérotienne proposaient pour les villas des riches capitaines. En fait, la crique de Port Moguer représente l'aboutissement au rivage d'un ruisseau à forte pente, dévalant des hauteurs de la Trinité en passant par le hameau de Kersalik. L'idée de tirer parti de ce site sauvage viendrait de la suggestion de M. Bernard, Louis-Rose Désiré Bernard, de Rennes, avocat, homme politique et littérateur,
Il avait aussi une usine de pinceaux à Plouha. Le nom de Bernard devait être donné en l'honneur de son promoteur, Port Bernard. C'est lui qui a ouvert la route que nous connaissons aujourd'hui, un chemin certainement. On l'appelait alors l'Anse Bernard. On avait appelé le lieu l'Anse de Kersalic sur une carte de 1750, la carte des frères Cassini. Mais il est aussi dit que l'abbé du Moguer avait une anse. Bref, pour exploiter au mieux l'agriculture locale, il fut décidé de créer ce port. Le premier devis et la première conception en arc de cercle est daté du 27 décembre 1838. Il sera revu et sa conception aussi. L'ouvrage sera fini fin 1840 et des modifications faites en 1846. Les pierres de granit rose seront en bonne partie en provenance du phare du Pan, des carrières de Bréhat. Il y aura surtout une prédominance pour la pierre de Plouha, extraite sur place. L'ouvrage est typiquement polylithique, de pierres différentes. Son but était de faire un port devant servir d'abri pour les bateaux de pêche des inscrits maritimes. Malheureusement, le port s'est montré inutilisable. Il servira par la suite à acheminer certaines pierres pour la construction de la nouvelle église de Plouha, sous l'impulsion du mégalomane chanoine François-Marie Perrault, qui avait subtilement recouvert l'ancienne et esthétique église pour la détruire par une nouvelle construction. Il avait été très inspiré par la cathédrale de Saint-Brieuc. Il fit déplacer, véritable sacrilège aussi, le cimetière situé à côté de l'église. Peu ou mal inspiré, il n'eut pas assez des pierres des ruines de Beauport, alors il s'en prit à la destruction de la merveilleuse chapelle de Carmaria. Fallait oser. Dieu, oui, Dieu merci. Les paysans d'alentour empêchèrent cet acte de vandalisme. Là encore, les hommes de bon sens avaient fait preuve de vigilance. Le peintre Paul Chardin, personnage dont nous reparlerons et qui était entré dans la famille de M. Bernard, écrivait « La plage de Port-Moguer à cette époque était bien plus pittoresque qu'aujourd'hui. Elle était formée de 2 hauts rochers percés formant arcades. Tout fut malheureusement dénaturé par M. Bernard lorsqu'il fut élu député. Dans le but de créer un port, il boucha par un quai ces belles arcades naturelles et détruisit sans résultat utile tout le pittoresque de cette falaise. » Paul Chardin, l'artiste, l'humaniste, semblait en vouloir à M. Bernard. À Port-Moguer, il y a aussi cette petite maison qui servait de cabine de bain, puis plus tard à M. Chauvy pour ranger son matériel de pêche. On retrouvera un jour mort un des membres de la famille Chauvy. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands s'y étaient installés, saccageant tout comme il se doit. La maison avait à la base une ouverture vers la mer et une cheminée. Et voici le fameux amer, la tour à 100 fesses, appelée aussi par les marins la chandelle. Elle était située en haut de la falaise. Elle y est toujours. Elle fait 25 mètres. Bon nombre de garnements sont montés sur des barreaux rouillés et on fait les idiots en haut de cette tour en se balançant stupidement. Autrefois, il faisait partie d'un alignement, peut-être avec une autre tour qui se trouvait à la Trinité et qui fut détruite. La tour à 100 fesses est utile aussi aux pêcheurs, pour repérer les bons endroits de pêche. Tout près de la tour, il y avait une bergerie qui appartenait à une famille. Les descendants ont donc eu la possibilité de construire une maison en pierre. Le littoral étant protégé, les constructions n'abondent plus. Port-Moguer, donc, n'a jamais pu être autre chose qu'un débarcadère. Le goulet est bien trop petit et les courants bien trop forts. Les navires qui s'étaient occupés de sa construction auraient pu alors se protéger à Guinzegal et réactiver le port alors en total abandon. Mais certains pensent que le port a été créé justement à cette époque. Il aurait pu tout simplement être réactivé. Une chose pourtant a été faite en 1854, un brise-lames de 75 mètres de long réalisé par la commune et les marins.
Il sera détruit en 1879 par une tempête. Ce brise-lames tente à prouver que le port existait bien, à l'époque. Un rapport du pilote côtier Thomasin en 1875 évoque les Gaves, un abri du sud-ouest de Gwynségal. Le port s'appelait les Gaves. Il mentionne 6 bateaux amarrés sur leur tangon. Ils échouent à marée basse et sont protégés par une jetée en pierre perdue. En mars 1881, le conducteur Cadin constata que la partie aval de la jetée était en ruine. L'État accepta de subventionner les travaux sous réserve que la commune entretienne l'emplacement. Le projet fut exécuté en juillet 1883. Nous arrivons à une histoire intéressante. Il y a eu, nous le disions, M. Bernard, cet homme fortuné, avocat de Rennes. Sa maison à Plouas se trouvait à la place de la pharmacie centrale. Sa fille, Stéphanie René, avait fait construire en 1870, pour sa résidence d'été, le domaine bourgeois de Kéravel. Nous, les Plouatins, nous l'appelions le château de la Trinité. Construite près de la chapelle dont nous parlions précédemment, cette propriété superbe correspondait à un certain art de vivre. Le domaine de Kéravel a été racheté en 1985 et aujourd'hui transformé par un homme qui est aussi un plaisancier de Gwynségal. Il aime les pierres, au point de s'appeler ainsi. Il s'est usé avec enthousiasme à restaurer tout un patrimoine qui s'abîmait. Aujourd'hui, il exploite de façon intéressante et aussi touristique ce domaine qui garde son cachet. Il y tient. Bien sûr, nous sommes dans un autre temps. Il faut, paraît-il, s'adapter. Un monde est en train de disparaître. La querelle entre anciens et modernes n'est plus que jamais d'actualité, mais le domaine de Kéravel conservera toujours l'empreinte de ses premiers propriétaires. C'est cela qui est important. C'est tout le charme de l'endroit. Il existe une mémoire certes locale, mais collective. L'esprit de cette demeure est toujours vivace. Certains des descendants de la famille habitent toujours sur ces terres, celles alentours. Ils se font discrets. Pourtant nous apprendrons que ce sont eux, les propriétaires de l'îlot de Gwynségal. Car maintenant il faut que je vous le dise, ça n'est pas une plaisanterie. Gwynségal est une propriété privée.
Guinzegal appartenait à la commune. Monsieur Hermé de Lille, Adam, procureur impérial à Melun, acheta ce rocher de 30 arts en 1871. Il passa dans la famille Grimpel par alliance. Il est à noter que sur le cadastre, il est orthographié Guigne-Ségal. On ne nous l'avait pas encore faite. C'est en 1921 que messieurs Raoul René et Auguste-Étienne Chauvy prirent possession de ce fameux rocher. Ont-ils été influencés par Paul Chardin, devenu membre de la famille, mais pourtant décédé 2 ans auparavant? On pourrait le penser, tant l'homme aimait l'endroit. Élève de dozats et d'ouvriers, Paul Chardin, né en 1833, nous quitta donc en 1918. Peintre de l'école française, membre de la Société française, membre aussi de la Société française d'archéologie, était aussi un illustrateur de talent. Aujourd'hui, certaines de ses toiles sont conservées par les musées de Londres, d'Orléans et d'Aix-en-Provence. Il avait épousé en seconde noces Sarah René, fille de Stéphanie, qui habitait à Kéravel. Là, il trouvera une nouvelle inspiration. Son atelier se trouvait à l'entrée du domaine. Chardin aimait Sarah depuis toujours et l'avait laissé épouser son meilleur ami de la famille Jarre. Celui-ci décéda. Alors, il l'épousera. 1 an après leur union, elle disparut à son tour. L'homme resta inconsolable. Tuteur de ses enfants, il résista à la douleur. Pourtant, ce caricaturiste avait su garder son humour en dessinant les membres de sa famille. Sur ses dessins, il se représentait quelquefois toujours de dos. Peut-être était-il un précurseur de l'acteur studio. Cet homme passionné d'archéologie récupérera de nombreuses pierres, fouillant les ruines dans un but ludique. C'est ainsi que dans le domaine de Kéravel, on peut admirer le porche de l'ancienne église de Plouha. Ce rentier fortuné, qui vivait aussi à Ville-d'Avray, aura le mérite de ne pas dilapider sa vie. Bien au contraire, profitant de la chance qu'il avait, il tâchera d'améliorer son existence spirituellement, humainement, artistiquement. Attiré par la beauté naturelle, et pour pouvoir se consacrer à son art, la peinture, il n'hésitera pas à acheter une bonne partie des terres alentour de l'îlot de Guinzegal. L'îlot est resté dans la famille Chauvy, puis Bessac. Chardin a voulu être enterré auprès de Sarah, à Plouha. Le littoral a fait beaucoup de choses, mais je pense surtout à une famille qui a été très importante, la famille Chauvy-Bessac, qui a su conserver ces terres et a donc permis que notre littoral soit conservé tel qu'il est actuellement. Étienne Chauvy fut inspecteur des finances et officier de la Légion d'honneur. L'homme aimait également naviguer à Guinzegal avec sa famille. Propriétaire de l'îlot et d'une partie de la lande, il avait fermé l'accès de Guinzegal par une barrière. Toutefois, l'accès était resté libre pour les piétons.
un des petits-fils d'Étienne Chovy, tenant à rester dans l'ombre, nous a ouvert ses portes et nous a fait bénéficier de documents rares. Ça, c'est l'ensemble du Caravelle. Donc quand Stéphanie René achète... Elle achète simplement cette pièce-là. Puis petit à petit, ils ont tout acquis. En 1924, M. Chovy avait fait construire une petite cale au pied de la falaise pour y mettre son annexe. C'est les vestiges de l'ancienne cale à Chouvy. Et c'est la limitation de la cale, de l'espace qu'il avait à ce moment-là, c'était une toute petite cale et à partir de là, il y avait un petit escalier qui permettait de descendre jusqu'à la grève. Je m'en souviens. Hein. J'ai une photo d'ailleurs. Ouais, je crois que tu as une photo là. Photo qui doit dater des années 70. À peu près. C'est tout photo, tout le format. Ah, c'est à partir du moment où ils ont agrandi la surface, le nombre de bateaux sur le site de Guinzegal, qu'ils ont demandé aussi à agrandir la cale des annexes, parce que plus de bateaux, plus d'annexes. Et puis bon, comme les annexes elles sont de plus en plus grandes. Dans les années 90, le mouillage de Guinzegal a été agrandi. On a ajouté une rangée de poteaux. À cette occasion, la cale de M. Chovy a été détruite, sans préavis, à la hussarde. Ce qui a un peu agacé la famille Bessac. Le chemin aussi a été goudronné, ce qui a dénaturé l'endroit, mais facilité le passage. Il faut dire que cette falaise a eu à divers endroits des sentiers servant à accéder à la plage. Par contre, tu vois, quand on descend ici, quand on pouvait descendre, c'est ce qu'ils appelaient le sentier Cordier. Du propriétaire, M. Cordier, qui habitait plus haut, là, qui avait fait exprès un sentier pour lui, enfin pour sa famille et pour les gens du coin, quoi. Et en bas, là, tu as une superbe fontaine, avec des superbes pierres. La famille Cordier, qui avait une partie des Landes, avait elle-même tracé son sillon. Il reste quelques marches de l'époque. Seul, aujourd'hui, le chemin principal suivi du petit chemin périlleux qui mène aux annexes, et qui est parcouru uniquement par les pêcheurs, sont utilisés. Pourquoi ne pas imaginer d'autres chemins, dessinés en lacets par les moines? Ils ont sûrement existé. La nature reprend toujours ses droits. Et nul doute que les modifications faites par l'Amicale des plaisanciers pour faciliter leur sortie seront un jour absorbées par la virulence de la marée. Bien sûr, ils ont ajouté des poteaux, enlevé les grosses pierres autour des arbres, laissant ces derniers sans soutien et presque orphelins pour en entasser sur le premier quai et quelques-unes sur la roche, pour ainsi créer un brise-lames massif qui leur permettrait de sortir avec leur annexe plus facilement. Les plaisanciers, pour beaucoup retraités, ont besoin de ces facilités. Mais il ne faudrait pas à l'avenir dénaturer ce lieu unique. Certains sont des amoureux transis du lieu, d'autres pensent à la pêche, simplement. D'autres aussi ont pensé à sa rentabilité. D'aucuns y voient le moyen de s'occuper l'esprit. Dans l'ensemble, ils sont tous attirés par le côté sauvage, la pêche traditionnelle, la solidarité maritime, la camaraderie aussi, qui peut parfois être orageuse. Le climat, ne l'oublions pas, est celtique et tourmenté. Des génies, il y en a eu. Ils auraient bien imaginé par exemple la construction d'un ascenseur. Tout le monde a eu cette idée au moins une fois en remontant la pente. Qui n'a pas lâché une exclamation désagréable, le souffle coupé par les quelques marches mal proportionnées qui ont été fabriquées il y a une trentaine d'années? Comme plaisante notre ami Hervé Philippot. C'est dur, hein. C'est une putain de côte, ça. Hein. Ça aurait fait les muscles. Hein. Tu vois, ils auraient mieux fait de mettre un ascenseur en bas. Hein. Ça aurait été mieux. Autrefois, les bateaux sur les corps morts étaient attachés par le devant, en lévitage. Ils suivaient ainsi le mouvement des courants. Il fut décidé de les attacher par devant et par derrière, comme dans les poteaux. Ainsi, il y eut un gain de place,
et une résistance aux Norrois, et malheureusement aussi quelques coqs noyés. Des modifications sont chaque année prises, parce que dans le monde civilisé, on fait comme ça. On réglemente de plus en plus, on sécurise pour ne pas avoir à prendre de responsabilités fortuites, on détruit l'art de vivre, le patrimoine culturel, on en veut toujours un peu plus. On stérilise les cœurs aussi. Dieu merci. Gwynzégal est parvenu grâce à ces mêmes hommes, pleins de contradictions, à conserver son âme. Il est le dernier vestige d'une certaine marine, un patrimoine européen, et il a gardé tous ses mystères. Je vois toujours des enfants monter sur les bateaux quand la mer est basse. J'entends toujours des chiens aboyer après leurs marins de maître. Je vois aussi toujours de jolies filles se baigner discrètement et remonter la côte ardue parce que c'est bon pour leur santé. J'ai vu quelques vieux ne plus pouvoir descendre, mais surveiller à la jumelle en haut de la falaise si leur petit paradis était toujours le même. Ça, je l'ai vu. Mon arrière-grand-père l'a vu. Et sûrement nos petits-enfants le verront encore parce que tous, nous aurons été vigilants, attentifs et surtout amoureux.